Ouais, c'est sûr. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que tout le monde est installé. Excusez-moi pour ce léger retard. J'étais retenu par le président d'une autre collectivité locale qui souhaitait me voir à l'occasion de son passage dans les Landes. Nous allons annoncer de suite les pouvoirs qui nous ont été confiés. Donc Sarah Péchaudra-Lourdes a donné pouvoir à Pascal Dagès. Julien Relot a donné pouvoir à Grégory Randet. Benoît Lamiable l'a fait auprès de Mylène Hainaut. Fanny Mesplé a donné pouvoir à Florence Peissal. Yves Loumet a donné pouvoir à Axel Verdière-Bargaoui. Et Géraldine Madounari l'a fait auprès de Bruno Janot. Je pense avoir rien oublié. Nous allons maintenant désigner une ou un secrétaire de séance, et ce sera un, puisque Fanny Mesplé étant absente. Je vous propose que ce soit Alexis Arras qui, j'ai l'impression, accepte, et je l'en remercie. Vous avez été destinataire du compte-rendu des actes qui ont été accomplis en exécution de la délégation qui m'a été attribuée par le conseil municipal. Est-ce que ces actes appellent des questions ou des observations? Non. Je vous rappelle, avant que nous commencions l'ordre du jour, à dérouler l'ordre du jour de ce conseil municipal, qu'il faudra signer des documents avant de quitter la salle, puisque nous allons examiner des délibérations qui ont trait au sujet financier de la ville. La première délibération concerne le rapport numéro 1 de la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, du 22 octobre 2021, avec une demande de correction de l'évaluation des charges transférées de la compétence voirie. Alors vous connaissez ce système de CLECT et de réévaluation des attributions de compétences, puisque nous avons déjà été amenés à les examiner, et d'ailleurs déjà pour un sujet qui concerne aussi la voirie, puisque les travaux de voirie relèvent de la compétence de l'agglomération et de l'agglomération du Grand Dax nous concernant, depuis un choix fait par Gabriel Belloc le 1er janvier 2016, et donc un vote du conseil municipal. Et depuis, donc, la commune n'a plus de compétences directes sur ce sujet qui est la voirie. Tout le monde, et je crois que tous les élus qui sont ici, connaît aussi l'état de la voirie dans notre commune, dans le centre-ville, dans les quartiers, puisqu'un retard conséquent a été accumulé et que, de notre point de vue, il faut le rattraper. Et pour parvenir à résorber ce retard, les communes, dont Dax, doivent donner plus de moyens à l'agglomération. C'est l'objet de cette délibération, puisque, vous savez, en 2006, lorsque le transfert de compétences avait été effectué, il avait été fait à minima, et un manque de 1,5 million d'euros manque pour l'exercice correct et satisfaisant de cette compétence. Donc deux rapports nous sont proposés ce soir à la suite de la CLECT qui s'est réunie le 22 octobre afin de pouvoir corriger ces retenues sur attribution de compensation. Donc le premier rapport, vous l'avez vu, permettrait à chacune des 20 communes d'avoir plus de travaux effectués sur sa voirie, dans le cadre, d'ailleurs, je le rappelle, d'un plan pluriannuel d'investissement qui a été validé par toutes les communes, plan pluriannuel d'investissement dans lequel on a listé toutes les rues qu'il était nécessaire de refaire dans chacune des communes de l'agglomération. Donc ce premier rapport peut permettre de mettre en exécution ce plan pluriannuel d'investissement par une contribution supplémentaire versée par chaque commune, avec un étalement sur 10 ans qui permet à chacune d'assumer cette charge supplémentaire et d'avoir le service rendu en face. Le deuxième rapport lui permet à une commune uniquement, celle de Saint-Paul-et-Dax, d'avoir un peu plus de moyens par le biais d'une
contribution additionnelle individuelle qu'elle verserait. Alors ce plan d'ensemble était bien monté et il permettait à tout le monde d'avoir satisfaction, encore une fois, sur une compétence qui doit être mieux exercée, celle de la voirie. Mais hélas, il s'est effondré, ce plan, quand j'ai vu que la commune de Saint-Paul-et-Dax avait voté contre le rapport numéro 1, donc celui qui permet à toutes les communes d'avoir plus de moyens pour que la voirie soit une compétence mieux exercée. La commune a donc décidé de voter contre, ouvrant ainsi la voie justement à empêcher toutes les communes d'avoir plus de travaux de voirie. Du coup, bien évidemment, constatant le désaccord de Saint-Paul sur la première partie, je considère que notre accord pour le rapport numéro 2, celui qui concernait uniquement la commune de Saint-Paul-et-Dax, tombe de fait, parce que bien évidemment, je ne vois pas comment on pourrait d'un côté contester et bloquer la majorité des communes pour avancer, et dans le même temps être la seule à tirer son épingle du jeu grâce à un régime dérogatoire qu'on aurait mis en place en parallèle. Donc cet ensemble tombant de fait, de mon point de vue, il sera nécessaire de ne pas favoriser le vote de ce rapport numéro 2. J'espère que tout le monde dans ce conseil municipal, ce soir, défendra l'intérêt de la ville de Dax, majorité, opposition, parce que j'espère que si nous avons été élus ici, c'est pour défendre l'intérêt de Dax, sans s'aligner sur des directives de partis politiques, dont on a vu encore récemment qu'il y a une volonté, pour lequel il y a une volonté que rien n'avance sur notre bassin de vie. Donc ce soir, la décision est importante pour pouvoir avancer dans l'intérêt des Dacoises et des Dacois qui nous interpellent régulièrement sur l'état de notre voirie et pour laquelle des travaux sont annoncés de manière importante et d'ampleur et rapidement. Il nous est donc demandé, donc on va d'abord commencer par le rapport numéro 1 et après on passera sur le rapport numéro 2 dont j'ai déjà parlé. Il nous est donc demandé d'approuver le contenu et les conclusions du rapport numéro 1 de la CLECT, si annexé, en date du 22 octobre 2021, portant sur la correction de l'évaluation des charges transférées de la compétence voirie. Y a-t-il des questions? Madame Verdière-Bargaoui. Monsieur le maire, chers collègues, vous avez pris l'habitude quasi systématique de reprendre nos propos en les interprétant, voire en les modifiant. Sur le sujet objet de la délibération de ce soir, il nous paraît donc nécessaire de rappeler clairement et précisément le point de vue de notre groupe. Et ce, d'autant plus au regard de l'intervention que vous venez de faire. Bien évidemment, nous réaffirmons avec fermeté que nous souhaitons qu'une attention particulière soit portée sur les voiries de notre commune, souci légitime de nos administrés. Elles ont été l'objet de nombreuses rénovations pendant les précédents mandats et nous nous réjouissons que vous poursuiviez car il en reste encore de nombreuses à rénover. Je vais me permettre de faire quelques rappels pour éclairer notre position. Vous l'avez dit, la ville de Dax a transféré la compétence création, aménagement et entretien de voiries d'intérêt communautaire à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Ainsi, en 2006, 10% de sa voirie a été transférée à l'agglomération. En date du 16 décembre 2015, le Conseil communautaire a adopté la modification de la définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie. La nouvelle rédaction de ce dernier, qui avait pour effet de porter la compétence de la communauté d'agglomération sur l'ensemble des voiries de Dax, était la suivante. L'intérêt est défini comme suit. Sont d'intérêt communautaire toutes les voies communales revêtues, classées, dans le domaine public communal ou en cours de classement, ainsi que les chemins ruraux revêtus. La commune de Dax transférait donc en mars 2016 l'ensemble de sa voirie, hors voie départementale bien sûr. Le transfert de la charge correspondant à la compétence transférée de Dax vers l'agglomération est versé à la communauté d'agglomération par le biais d'une retenue sur l'attribution de compensation, validée par la commission locale d'évaluation des charges transférées, communément appelée CLECT, du Grand Dax. Et c'est ainsi pour l'ensemble des communes du Grand Dax qui ont transféré l'exercice de leurs compétences voirie à la communauté d'agglomération
selon le règlement relatif aux modalités de transfert voirie dès 2006. Vous l'avez dit également, la commission voirie a lancé en 2020 un travail d'analyse pour vérifier l'adéquation de ces évaluations avec la réalité des charges. Il en est ressorti que le besoin réel en matière de voirie était supérieur de 1,5 million d'euros aux retenues actuelles. L'objet de la délibération que vous nous présentez ce soir est la répartition de cette retenue supplémentaire annuelle entre les différentes communes de notre agglomération. Le rapport, sujet de cette délibération, a fait l'objet d'une présentation aux membres de la commission. Au cours de cette présentation, nombre de maires de communes de notre agglomération ont contesté cette répartition, considérant cette collecte comme étant non aboutie, ont sollicité une nouvelle étude ou ont encore proposé d'autres possibilités de financement, dont celle d'intervenir via des fonds de concours. Ce que vous nous demandez aujourd'hui, monsieur le maire, est donc la validation d'une clé de répartition qui s'imposerait à l'ensemble des communes de notre agglomération, si elle venait à être adoptée, alors même que certains maires de ces communes refusent cette répartition. Comme vous, les maires des communes de notre agglomération ont des projets à porter dans le cadre de budgets à respecter. Comment peut-on envisager de leur imposer cette clé de répartition alors qu'ils la rejettent et qu'elle impacterait le budget de leur commune? Cela s'apparenterait à faire de l'ingérence dans les finances des autres communes de notre agglomération et cela nous apparaît totalement impensable et légèrement autoritaire. Donc je le répète, mais la pédagogie n'est-elle pas l'art de la répétition? Nous sommes pour plus de voirie à Dax, mais en aucun cas pour que notre agglomération que vous présidez confisque aux maires des communes voisines une partie de leurs attributions en hypothéquant certains de leurs projets à cause d'une décision qui leur est imposée. C'est à ce titre, monsieur le maire, que nous nous abstenons sur cette délibération et à aucun autre titre. Bien. Ouais, on voit que là, vous marchez sur un fil, parce que c'est pas évident de dire dans le même temps, moi je suis pour, il faut faire plus de voirie, et en même temps, par contre, je ne suis pas pour qu'on vote les sommes qui permettent de bien d'exercer cette compétence. Ben oui, parce qu'en politique, les paroles, c'est très beau, mais ce qui compte aussi énormément, ce sont les actes. Et quand on dit, et je vous remercie de l'avoir remarqué, que l'état de la voirie sur notre communauté d'agglomération et surtout sur la commune de Dax est dans un état déplorable parce qu'on n'a pas mis les moyens suffisants jusque-là pour bien les réparer et pour bien les entretenir, eh bien, il faut agir et il faut se donner les moyens de le faire. Et pour ça, ça passe par ce mécanisme assez compliqué, j'en conviens, qui consiste en fait à revoir les attributions de compensation. Alors vous avez fait une longue tirade pour nous expliquer tout ce système-là, mais tout le monde le connaît ici parce qu'encore une fois, on a déjà été amené à le voter. Revoir ces attributions de compensation qui permettent en fait aux communes qui disent écoutez, nous, la voirie, il faut qu'elle soit mieux exercée. On n'a pas le droit de le faire, nous, parce que cette compétence, elle a été transférée et on ne peut plus le faire. Il n'y a plus que la communauté d'agglomération du Grand Dax qui peut le faire. Et donc, oui, on va donner plus de moyens puisqu'on a constaté, et vous l'avez redit, qu'il manquait 1,5 million d'euros depuis le transfert de cette compétence et que c'est pour ça que depuis le début, on n'arrive pas bien à réparer nos routes et à faire que nos concitoyens peuvent circuler dans cette agglomération dans des conditions acceptables. Alors vous me dites, on ne peut pas imposer à des communes, ce serait de l'ingérence. Enfin, si appliquer les lois en vigueur dans ce pays sont de l'ingérence, effectivement, on ne va pas avoir la même analyse du sujet. Parce que, en fait, pour pouvoir accéder à cette requalification des attributions de compensation, il y a des règlements qui sont très bien établis. Et il est dit qu'il faut d'abord passer par le vote d'une clé. Je vous rappelle que majoritairement, les conseillers communautaires ont voté favorablement pour ce rapport. Et ensuite, il faut que le débat repasse devant chaque conseil municipal et que les communes puissent acter. Alors déjà, je souligne que l'immense majorité des communes de l'agglomération sont favorables à ces nouvelles attributions de compensation et à la possibilité de mieux exercer la compétence voirie. Ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai qu'en plus, il faut une majorité qualifiée. C'est pour ça que la notion d'ingérence me dépasse un petit peu, dans la mesure où on dit qu'il faut 2/3 des communes représentant 50% de la population ou 50% des communes représentant les 2/3 de la population pour pouvoir accéder à ces nouveaux montants. Donc il y a des mécanismes qui font qu'effectivement, on ne peut pas y aller sans qu'il y ait une majorité qualifiée qui l'acte, parce qu'effectivement, une compétence est exercée et bien exercée quand on a une majorité de communes qui sont d'accord. Mais à un moment, il faut avancer. À un moment, on ne peut pas, comme vous, dire « ouais, c'est vrai, les routes, elles sont mal entretenues,
Mais par contre, je ne mets pas plus de moyens et je ne fais rien pour que ce soit mieux fait. Je ne fais pas les arbitrages suffisants pour que cette compétence, qui de mon point de vue est une des premières pour lesquelles on doit rendre un service impeccable pour nos concitoyens, ben, il y a un moment, il faut y aller et il faut mettre les moyens. C'est ce que j'ai proposé à la communauté d'agglomération, pour tout vous dire, mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que je pense que ça concerne la communauté d'agglomération et la conférence des maires que je vais réunir à nouveau prochainement. Des communes supplémentaires m'avaient dit, oui, en fait, tu as raison, sur le premier rapport, moi j'avais évoqué des contre, mais il faut qu'on ait les moyens de bien exercer la voirie, et m'ont dit, je la voterai. Bon, puis finalement, pour des raisons que je qualifiais de conformes à des directives de partis politiques tout à l'heure, ils vont renoncer. Mais ce qui est important de se dire, c'est que l'immense majorité des communes de l'agglomération, et c'est pour ça que j'ai proposé ce rapport, étaient d'accord pour aller dans ce sens. Donc écoutez, moi je vous le redis, et vous avez encore la possibilité de changer le vote que vous avez annoncé, parce que tout le monde le regarde, en tout cas les Dacoises et les Dacois qui sont amplement concernés par ce que nous allons décider ce soir. Si vous souhaitez que la compétence voirie, comme vous l'avez dit, soit mieux exercée, si vous souhaitez que pour l'intérêt des Dacoises et des Dacois, les routes de notre ville soient dans un meilleur état, il faut donner plus de moyens et il faut voter ce rapport. Il n'y a pas 36 solutions différentes. Il n'y a pas possibilité d'épiloguer. Le choix est très simple. Soit oui, comme vous le dites, il y a besoin de faire mieux, il faut donner les moyens. Soit vous dites, eh ben, ça va très bien comme ça, et moi je ne vais pas dans ce sens. C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez nous donner toutes les explications que vous souhaiterez, mais le choix, il est très simple ce soir sur ce rapport numéro 1. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Axel Verdière-Bargaoui. Alors, je vais rapidement faire un point par rapport à ce que vous venez de dire. Je ne vais pas vous lister la liste des rues et des cours qui ont été refaits sur les 2 précédents mandats. Et certes, il en reste encore de nombreux, mais pour autant, vous vous rendrez compte, je pense, que c'est un éternel recommencement, la voirie. L'immense majorité des communes et des maires, ce n'est pas la totalité. Sur ce type de dossier-là, il nous paraît inconcevable qu'on n'arrive pas à trouver un consensus qui arrive à faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Il y avait un rapport 1, vous l'avez dit, il y a donc une version bis du rapport 1, c'est bien qu'il y a des clés de répartition qui ont été modifiées. Donc pourquoi ne pas essayer de travailler à ce qu'elles soient encore modifiées et qu'elles satisfassent tout le monde ? Je regrette que vous pensiez que ce sont des directives de parti qui guettent, qui dirigent et qui fassent prendre ce type de décision à nos collègues maires. Je pense qu'ils font comme vous preuve de bon sens par rapport à la gestion de leur commune. Et je vais faire un parallèle peut-être malheureux, mais je vais me permettre de le faire quand même. Vous avez été nombreux à vous offusquer du plan de financement qui vous était proposé pour le GPSO en communauté d'agglomération mercredi soir. Donc comprenez qu'effectivement, d'autres maires puissent être dérangés par les plans de financement qui leur sont proposés, et notamment cette répartition qu'ils jugent pas forcément très heureuse. Alors, d'une part, ça on va le clore de suite, si vous estimez que la voirie dans cette ville est dans un bon état, comme vous venez de le redire, on va pas en discuter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez parlé, maintenant c'est à vous. Merci. Si vous estimez que la voirie a été bien entretenue depuis 2 mandats pendant lesquels vous avez présidé aux destinées de cette ville, si vous estimez que tout est bien fait et que les sommes suffisantes ont été mises, on a entendu, c'est votre avis, et puis les Dacois et les Dacoises penseront eux aussi ce qu'ils veulent. Et je pense qu'ils ont envoyé des messages très clairs quand ils en ont eu l'occasion à ce sujet. Donc on ne va pas continuer le débat sur ça pendant toute la soirée. Sur les clés de répartition, non, ce sont les mêmes en fait. La clé qui est reproposée parce que justement, comme je vous le disais, 2 communes et 2 communes importantes de l'agglomération m'avaient dit, 2 maires en face à face m'avaient dit, oui, tu peux la reproposer parce qu'on ira et là tu auras ta majorité qualifiée. Donc on verra les décisions qu'ils prennent et si elles sont conformes à ce qu'ils m'ont dit en rencontre en tête-à-tête. Si ce n'est pas le cas, ben oui, ça confirmera qu'il y a d'autres éléments qui font prendre les décisions chez certains. Et oui, je continuerai à penser qu'elles sont plus d'ordre politicien. Et puis, vous m'avez indiqué qu'il fallait que je pense que, comme moi, d'autres maires avaient du bon sens. Et je vous remercie de considérer que j'ai du bon sens pour prendre les décisions avec le conseil municipal au sein de cette ville. Y a-t-il d'autres questions?
Il n'y en a pas. Alors je mets au voix. Ah, pardon. Je constate que vous avez toujours cette magnifique capacité à modifier et à interpréter mes propos. Je vous en remercie. Très bien. Mais étant donné que tout est filmé, enregistré, chacun sera juge. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc votez avec goût. C'est combien? 7 abstentions, pardon. Plus le chiffre. Donc le deuxième rapport, je l'ai présenté lors de la présentation globale, qui concerne une contribution volontaire pour le coup de la commune de Saint-Paul-et-Dax aux travaux de voirie. Et comme je le disais, pour moi, du coup, il n'y a plus de cohérence à voter favorablement à ce rapport-là, puisque la commune de Saint-Paul-et-Dax s'est désolidarisée de la démarche sur le premier rapport. Y a-t-il du coup d'autres interventions? Je pense que tout a été dit. Il nous est donc demandé d'approuver le contenu et les conclusions du rapport numéro 2 de la CLECT si annexé, en date du 22 octobre 2021, portant sur la contribution volontaire de la commune de Saint-Paul-et-Dax aux travaux de voirie. Et pour, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, mais pour une fois, je vais, au sein de cette assemblée, voter contre une délibération. Alors, qui est pour? Donc, 7 voix pour Saint-Paul-et-Dax. Qui est contre? Qui s'abstient? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui s'abstient? La délibération est donc rejetée avec 28 voix contre et 7 voix pour. On passe maintenant au point 3 de ce conseil municipal qui concerne le lancement de la démarche mécénat de la ville de Dax. Vous le savez, nous avons beaucoup d'éléments qui nous l'ont confirmé. Nous avons besoin de regarder de très près, très précisément les finances de notre ville pour pouvoir monter les projets d'investissement structurants que nous souhaitons pour l'avenir de notre ville. Et de ce point de vue-là, nous avons souhaité lancer une démarche de mécénat qui permettra en fait à des personnes morales ou physiques d'apporter un soutien matériel, comme le dit le texte de la loi, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Donc à la différence du sponsoring ou du parrainage, il n'y a pas de recherche d'un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Donc le don dans le cadre du mécénat peut être effectué sous 3 formes. Le mécénat financier, des dons en numéraire, le mécénat en nature, le don de biens, produits, fournitures ou autres, et le mécénat en compétences par la mise à disposition de moyens humains ou matériels de la part de l'entreprise sur le temps de travail. Donc vous avez dans la délibération toutes les procédures qui permettent à ce mécénat d'être mis en œuvre. Il y a des outils de communication qui seront mis en œuvre progressivement pour permettre de faire connaître le système et que les éventuels donateurs puissent se manifester et apporter leur mécénat. Une page notamment dédiée sur le site internet de la ville y sera consacrée pour trouver les informations générales sur le mécénat, présenter des projets communaux qui bénéficieront d'une démarche de mécénat et permettre d'effectuer un don. Donc la délibération qui nous est proposée ce soir a pour but bien évidemment de lancer cette démarche innovante, puisque peu de communes ont pour l'instant lancé une initiative similaire. Donc ce soir, nous allons pouvoir présenter les outils de cadrage et de mise en œuvre de la démarche de mécénat élaborée par les services, notamment une charte éthique qui est jointe à cette délibération, qui est intitulée « Charte éthique de la ville de Dax pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ». La délibération a pour but aussi de présenter le ou les modèles de convention de mécénat qui seront proposés aux entreprises pour la formalisation de leurs dons. D'autoriser aussi l'adhésion de la ville à l'association Admical, qui est une association qui permet en fait d'accéder
à des bases de données de mécènes qui attendent qu'on leur propose des projets en fonction des thèmes sur lesquels ils se sont positionnés et afin d'y participer. L'adhésion à cette association coûte 2 000 €, mais bien évidemment, elle devrait permettre d'avoir accès à tout un tas de mécènes et donc avoir des répercussions financières bien supérieures. Et il nous est donc demandé ce soir de bien vouloir approuver le développement d'une démarche de mécénat pour dégager des financements complémentaires dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à l'ADMICAL, l'association pour le développement du mécénat industriel et commercial, dont les statuts sont présentés en annexe de la présente délibération, et de bénéficier ainsi des avantages offerts aux membres en termes de visibilité, de conseil et de mise en réseau. Le montant de l'adhésion étant donc, comme je l'ai dit, fixé à 2 000 € annuels, de valider la charte éthique de la ville de Dax pour ses relations avec ses mécènes et donateurs annexés à la présente délibération, qui constitue le cadre de la démarche de mécénat de la ville de Dax, et autoriser Monsieur le maire à signer la dite charte, et de valider les modèles de convention de mécénat proposés aux entreprises pour la formalisation de leurs dons à la ville de Dax, et d'autoriser Monsieur le maire à signer ces dernières ainsi que leurs éventuels avenants et tout autre document en lien avec la démarche de mécénat de la ville de Dax. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à des sessions immobilières en commençant par le point 4 et la cession de l'ensemble immobilier qui est situé 58 rue Pascal Lafitte. Et je laisse la parole à Alexis Arras. Oui, bonsoir mes chers collègues. Ensemble immobilier, ouais, c'est un bien grand mot pour les deux biens qu'on va vendre ce soir. Il s'agit d'une ancienne grange et d'un hangar délabré. Pour les collègues qui étaient présents dans le mandat précédent, on avait déjà fait une délibération pour vendre la grange, qui a même été louée au futur acheteur, et finalement il s'est rétracté. Et à la place, une association bien connue sur le pays d'Aqua, Land Auto Rétro, s'est proposée pour racheter à la fois la grange et le hangar délabré. En 2017, le bien avait été évalué à 35 000 €. Il se trouve que le hangar qu'on vend en même temps est dans un état véritablement très avancé de dégradation. Et surtout, il y a une opération de désamiantage à réaliser. Et donc, quand l'administration des domaines a fait une nouvelle évaluation par rapport aux futurs travaux, l'estimation de vente a été revue à la baisse à 30 000 €. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir abroger la délibération numéro 9 du conseil municipal en date du 30 mars 2017 approuvant la cession de la parcelle BK numéro 55P d'une contenance de 411 mètres carrés au profit de M. Le Picot, d'approuver la cession de l'ensemble immobilier BK numéro 54P et 55P d'une contenance totale de 775 € au profit de l'association Land Auto Rétro, 75 mètres carrés, au prix de 30 000 €, de m'autoriser en tant que 10e adjoint au maire en charge de l'urbanisme, des travaux et de l'habitat à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par l'étude de maître Laran, Maisonnave, Mounex à Pérorade, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. La délibération suivante, numéro 5, concerne aussi une cession, celle de l'immeuble du 18 rue Thor, à la SCI Coloc 55. Lors d'un précédent conseil municipal, nous avions validé le principe d'adhérer à la plateforme Agora Store, qui est une plateforme qui vend à la fois des biens mobiliers et des biens immobiliers, qui est une plateforme bien connue des collectivités locales. Sur cette plateforme, nous avons mis donc 3 biens qui sont ce soir l'objet de ce conseil municipal. Vous avez donc ici l'immeuble 18 rue Thor, qui est situé dans le quartier Saint-Vincent, qui est un bien qui a été longtemps occupé par l'association familiale intercommunale, dont vous avez pu lire dans la presse qu'elle a cessé ses activités. Donc ce bien est désormais un bien
inoccupé, qui est là aussi un bien qui n'est pas dans un état correct et qui est plutôt dans un état plus proche du délabrement que de l'immeuble neuf. Attendons que la vente soit signée avant de faire un portrait trop désavantageux. Donc, vous avez le bilan de l'ensemble des opérations réalisées par Agorastore, le nombre de visites, la mise à prix de départ qui était de 60 000 euros, l'offre finale qui a été retenue à 166 000 euros, de la SCI Coloc 55. Il s'agit de 3 personnes qui se sont associées autour d'un projet pour réhabiliter l'immeuble en colocation destinée aux seniors. Donc, avec une... voilà, donc, qui est apporté notamment, parce que ce qu'on a vérifié aussi sur ce genre d'opération, c'est que chaque porteur de projet avait les moyens de faire l'acquisition et de réaliser les travaux, même s'il faut être prudent, on n'a jamais de garantie à 100%, mais les 3 candidats retenus sur les différents projets apportaient quand même de solides garanties contrôlées par la plateforme. Donc il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la cession de l'immeuble cadastré BT numéro 23 6 18 rue Thor au profit de la SCI Coloc 55 ou toute personne physique ou morale s'y substituant avec l'accord de la ville de Dax au prix de 166 000 euros, soit 158 000 euros 800 net, puisqu'il y a la différence pour la plateforme, d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par maître Florence Rocco, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, d'autoriser enfin monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Une autre session, celle du lot numéro 2 de l'immeuble en copropriété situé au 27 rue Saint-Vincent. Donc c'est plus une session, je dirais, de l'ordre du symbolique. Pour ceux qui voudraient visualiser cette copropriété, elle est située sur la place du Légionnaire, donc 27 rue Saint-Vincent. Pour situer un peu dans l'historique la raison de la présence dans le patrimoine communal, il y avait eu pendant longtemps un vieux projet d'Aqua de créer une rue entre la place de la cathédrale et la place de la Fontaine Chaude. Finalement, la ville avait réalisé l'opération de l'îlot central, qui existe toujours. Et dans cette opération de l'îlot central, on était présent dans cette copropriété à travers à la fois ce passage qui nous appartient, et avant, on avait aussi la cave de la Peña Taurine. Il se trouve que la cave de la Peña Taurine, nous l'avons cédée dans le mandat précédent à la Peña Taurine, que ce passage qui avait un intérêt public du moment où il était ouvert et permettait la fréquentation entre la place du Présidial et la place du Légionnaire avait un intérêt public. Il se trouve que dans le mandat précédent toujours, il y a eu un accord au sein de la copropriété pour privatiser ce passage et empêcher un certain nombre de nuisances. Donc il n'y a plus d'utilité publique aujourd'hui à ce que cet élément reste dans le patrimoine communal, d'autant plus que, comme nous sommes copropriétaires, ça entraîne des frais particuliers, puisqu'à chaque fois qu'il y a des travaux dans la copropriété, nous sommes amenés à y participer. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la cession du lot numéro 2 de l'immeuble cadastré AE numéro 552 dénommé Toki Eder à la copropriété moyennant le prix de 150 €, de m'autoriser en tant que 10e adjoint au maire en charge de l'urbanisme, des travaux et de l'habitat à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par maître Alexandre Montes, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne une autre session, celle de l'immeuble du 63 boulevard Claude Lorrain. Toujours, M. Arras. Toujours dans la même logique que la délibération numéro 5, toujours avec la plateforme Agorastore, donc je ne répète pas les éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Cet immeuble, pour ceux qui l'ont connu, était l'immeuble qui a accueilli à une époque notamment la compagnie Arguia Théâtre, donc un immeuble qui a eu plusieurs usages pendant plusieurs décennies.
Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, hein. C'est un bien qui est vide, qui s'abîme, qui a des coûts de fonctionnement de fluide notamment. Vous avez l'ensemble des éléments factuels dans la délibération. Il y a eu 29 visites. L'enchère finale, finalement, s'est conclue à 158 000 euros. On avait le même enchérisseur sur le bien précédent et on a eu la prudence aussi de ne pas vouloir vendre au même enchérisseur. On a voulu répartir sur plusieurs porteurs de projets, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de préférence pour un porteur ou un autre, et puis aussi pour limiter les risques de déprise. Donc cet immeuble, il vous donc demandé d'approuver la cession de l'immeuble cadastré AZ numéro 20 et 22, 63 boulevard Claude de Lorrain et impasse des Rossignols, au profit, excusez-moi si je le prononce mal, de M. Kozowski, Rafale ou toute personne physique ou morale s'y substituant avec l'accord de la ville au prix de 158 000 euros frais d'agence inclus, 50 000 euros. Je pense qu'il y a une erreur dans la délibération, 150 000 euros 200. Et il y a écrit 1 520 000. Donc il y a un petit zéro en trop, on aurait bien aimé. On va le noter au procédure. Enfin, ceci dit, si ça passe comme ça, moi ça me va. Mais moi ça me va aussi. Hein, donc on a un souci avec l'acheteur. Mais bon, donc on le fera modifier, effectivement, c'est 150 200. 200 euros. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par maître Jean-Christophe Guémard, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Donc on fera bien modifier le montant net, qui est 150 200. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. La 8e délibération concerne la cession de 11 maisons rue de l'Épargne à la société Inly Sud-Ouest. Donc, cession des 11 maisons rue de l'Épargne. C'est des maisons qui sont entrées dans le patrimoine communal en 2009-2010, avec à l'époque un objectif de constituer une réserve foncière, peut-être en vue de l'agrandissement du marché des familles. Ces 11 maisons sont aussi là dans un état de dégradation plutôt avancé. Il y a des termites, il y a des champignons. Pour faire un peu un historique de ces maisons, il s'agit en fait des premiers logements sociaux construits sur Dax en 1910-1911 par la Caisse d'épargne. À l'époque, on appelait ça des habitations à bon marché. De ce fait, elles ont un intérêt patrimonial qui est souligné dans le PLUIH puisqu'elles ont une fiche. Donc les façades notamment de ces maisons sont protégées, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi, hein. Les règles de construction sont assez contraintes. Donc sur cette base-là, on a lancé une mise aux enchères à 230 000 euros. Ce bien a fait l'objet d'un intérêt particulier de tous les investisseurs, puisque vous voyez, il y a eu 73 visites, 86 enchères, qu'on est monté jusqu'à 925 000 euros dans les propositions, qu'on a reçu notamment une proposition de la SCI Asban de l'ordre de 865 000 euros avec un devis estimatif des travaux de 1 million d'euros pour en faire des logements haut de gamme. Ça n'a pas été notre choix, c'est un choix assumé. On a préféré prendre une estimation plus basse, à 765 000 euros, d'un partenaire qui est sur le pays d'Aqua depuis un moment déjà. Il s'agit de Inly Sud-Ouest, qui est en fait une filiale de Action Logement, qui a réalisé, pour ceux qui s'en souviennent, des maisons, j'ai oublié le nom de la rue de Notre-Dame de Brassampouille, dans le quartier du Gond, donc qui fait notamment de l'accession maîtrisée à la propriété, envers les salariés. C'est Action Logement, c'est le 1% patronal. Et donc, ils nous ont proposé une offre sérieuse, 1,5 million de travaux hors taxes, pour faire des petites maisons en accession en vue d'un public. On en a parlé ces derniers conseils municipaux. Ces jeunes ménages de classe moyenne, classe populaire,
qui souhaitent accéder à la propriété sur Dax, qui souhaitent un bien de qualité avec un petit jardin et qui aujourd'hui sont parfois obligés d'aller s'installer dans les petits villages aux alentours, mais qui préféraient rester sur la ville-centre. Et donc c'est un peu cette clientèle-là de jeunes ménages, jeunes primo-accédants que l'on vise et dont on avait un peu débattu la dernière fois. Donc il vous est proposé de bien vouloir approuver la cession des parcelles cadastrées BC numéro 404, 405, 406, 408, 415, 6 rue de l'Épargne pour une contenance totale de 2493 mètres carrés au profit de la société Inly Sud-Ouest, moyennant le prix de 765 000 euros frais d'agence inclus, soit 731 000 euros 401 net, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par Maître Alexandre Montes, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Alors je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Toujours Alexis Arras, cette fois-ci pour le paiement d'une subvention dans le cadre d'une opération incitative de ravalement des façades. Donc ce sera ma dernière délibération ce soir. C'est avec beaucoup de tristesse que je Ah, vous oui. l'annonce. Mais ça sera aussi la dernière de l'année. Voilà, bon. Je comprends mieux. Donc je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes. Voilà. Des fois que vous n'ayez plus la parole après. Je pense que je ne vais pas me répéter. Je pense qu'on en aura d'autres dossiers de ce type au cours du mandat. Hein. Il s'agit tout simplement de l'application de notre règlement d'intervention sur les rénovations de façade. Il s'agit d'un dossier que nous avons vu donc en commission urbanisme. Il s'agit de le changement de 2 fenêtres sur un immeuble situé rue Neuve, appartenant à Monsieur Lartigot, et qui est subventionné à hauteur de 1 755 euros et 78 centimes. Il a réalisé les travaux conformément aux éléments. Ça a été contrôlé par le service urbanisme. Il s'agit donc maintenant au conseil municipal de bien vouloir autoriser le règlement de la subvention à M. Lartigot d'un montant de 1 755 euros et 78 centimes dans le cadre de l'opération incitative de ravalement de façade et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci donc. Point numéro 10 maintenant, la programmation des rencontres à lire 2022. Je laisse la parole à Martine Dedieu. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, donc, dans le cadre de sa politique en faveur du livre et de la lecture publique, la ville de Dax organisera cette année, donc en 2022, la 23e édition du Salon du Livre, donc, qui aura lieu du 1er au 3 avril 2022. On retrouvera donc les dates habituelles du festival, sachant que cette année, nous les avons fait en octobre, dans la mesure où nous avions eu des problèmes à cause du Covid. La programmation sera toujours très éclectique. Vous l'avez en annexe 1. Cette programmation, par contre, est prévisionnelle, parce qu'elle est susceptible donc d'être modifiée dans la mesure où nous sommes actuellement en contact avec les différents écrivains qui doivent venir sur notre territoire. En 2022, la partie du salon et une partie des animations se dérouleront peut-être au Splendide ou sous chapiteau. Là aussi, nous sommes actuellement en pourparlers. Les lectures musicales et les rencontres d'auteurs seront programmées comme cette année au Théâtre de l'Atrium. Certains ateliers jeunesse à la bibliothèque, comme cette année aussi, en classe ou en extérieur. Donc l'accès au salon est et restera gratuit pour toutes les animations proposées. Nous allons avoir un prix de concours d'écriture jeunesse. Alors je vous rappelle que les différentes catégories pour ce concours sont la meilleure production scolaire et la meilleure production individuelle. Les dotations vont de 5 à 30 euros. Le programme proposé représente un budget global de 88 000 euros. Vous avez donc le détail des dépenses poste par poste. Pour les recettes, nous allons solliciter des subventions auprès donc, du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine pour 7 000 euros, pour le Conseil départemental des Landes pour 5 000 euros, pour la Direction régionale des affaires culturelles pour 5 000 euros, soit un total de 17 000 euros.
La participation de la ville de Dax restera de 71 000 euros, répartis comme suit. Donc 41 000 euros pour la culture, 10 000 euros pour la communication, 20 000 euros pour valorisation de personnel et d'équipement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Pas de questions. Donc il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme des rencontres à lire 2022 tel que présenté en annexe 1. Je crois que c'est tout. Et d'approuver le plan de financement, d'approuver le règlement du concours d'écriture jeunesse tel que présenté en annexe 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Martine Dedieu pour les tarifs et conditions de mise à disposition du théâtre de l'Atrium. Exactement. Alors, cette délibération concerne l'actualisation des tarifs de l'Atrium datant de 2017. C'est ce que vous avez déjà voté l'an dernier. Tous les tarifs donc restent inchangés, sauf pour l'OITT. Parce qu'on va laisser à l'OITT donc s'occuper des missions pour dynamiser l'offre d'accueil des congrès et des séminaires, de promouvoir, de valoriser et de développer l'attractivité locale. L'OITT donc va bénéficier de tarifs privilégiés et sera l'interlocuteur unique pour le tourisme d'affaires. Une convention de partenariat entre la ville de Dax et l'OITT sera systématiquement élaborée, indiquant donc les modalités et les limites des prestations assurées par les services municipaux. Vous avez tout en annexe 2. L'OITT donc est aussi autorisée à appliquer une commission de service sur les tarifs proposés dans le cadre de ses missions, prospection, devis, options, négociation, organisation, encaissement et suivi commercial. Les dépenses et les recettes d'exploitation sont donc affectées au budget annexé activités assujetties à la TVA. Y a-t-il des questions? Donc, il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs du théâtre de l'Atrium tels que présentés en annexe 1, d'approuver les conditions du partenariat avec l'OITT du Grand Dax tels que présentés en annexe 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Toujours Martine Dedieu pour un sujet différent. Tout à fait. Les tarifs des boues et des eaux thermales pour 2022. Alors, cette année aussi, comme l'an dernier, les tarifs de l'eau et de la boue thermale ne vont pas augmenter. Donc, je vais vous demander d'approuver les tarifs de boue et d'eau thermale applicables à compter du 1er janvier 2022, présentés dans le tableau ci annexé, s'il n'y a pas de questions, bien entendu. Pas d'augmentation. Du tout. Pas d'augmentation cette année non plus, comme l'an dernier, monsieur le maire. Malgré, effectivement, les pertes. Tout à fait. Un gros effort est fait par la régie des eaux. On attend encore des réponses du gouvernement sur des éventuelles aides, effectivement. sur la prise en charge des salaires. Mais nous avons fait le nécessaire pour faire des demandes. Effectivement, nous attendons les réponses. Il paraît qu'elles sont sur le bureau de Matignon. Attendre, il était important quand même de soutenir la. Oui, tout à fait. La filière, parce que c'est une filière qui a énormément souffert, effectivement, en 2020 et en 2021 aussi. Bien, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je donne maintenant la parole à Martine Labarchède pour le lancement justement d'une souscription publique pour les travaux de restauration et de valorisation de la basilique antique de Dax, dite aussi crypte archéologique, et qui fait donc suite à une délibération que nous avons votée précédemment. Martine Labarchède. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Par délibération du 24 février 2021, le conseil municipal validait le programme de travaux de restauration et de valorisation de la basilique antique de Dax, dite crypte archéologique, et autorisait Monsieur le maire à signer une convention avec la Fondation du patrimoine pour le lancement d'une souscription publique. La première tranche des travaux a été lancée le 18 novembre 2021. La seconde est envisagée pour le second semestre 2022, voire début d'année 2023. Le projet de restauration de ce site a déjà été retenu au titre de la mission Berne, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des Jeux, afin de contribuer à la sauvegarde et à la préservation de ce site unique dans les Landes, d'une grande importance historique. Afin de faire connaître ce site au plus grand nombre, locaux comme touristes, mais aussi acteurs économiques,
La Fondation du patrimoine et la ville de Dax entendent lancer publiquement la campagne de mobilisation du mécénat populaire à destination des particuliers et des entreprises. S'appuyer sur cette association reconnue d'utilité publique et première institution de France de défense du patrimoine offre ainsi un gage de sécurité et de transparence financière. Afin de mettre en œuvre tous les leviers de réussite possibles à cette action, la démarche de politique de mécénat de la commune s'appuiera sur la création d'une page dédiée sur son site internet qui viendra donner l'ensemble des informations sur ce projet et ceux à venir. En l'espèce, pour le projet de restauration et de valorisation de la crypte archéologique, le site internet de la ville renverra vers le site de la Fondation du patrimoine où toute personne souhaitant s'associer à ce projet pourra réaliser un don. Concernant les contreparties, vous avez le détail sur vos tablettes. Y a-t-il des questions ? Alors, vous ne le voyez pas, mais il n'y en a pas. D'accord. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du lancement prochain de la souscription publique relative aux travaux de rénovation et de valorisation de la basilique antique dite crypte archéologique, approuver les mesures et contreparties mises en œuvre pour les mécènes particuliers et entreprises participant à cette souscription publique organisée en lien avec la Fondation du patrimoine. Merci. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Monsieur Pascal Dagès, maintenant pour les tarifs publicitaires de la Temporada. Voilà, c'est mieux. Oui, on va essayer d'amener un peu de soleil par cette froide soirée d'hiver. Donc, on va parler des tarifs publicitaires de la Temporada, donc, de façon à assurer toujours pareil la promotion de nos événements taurins et festifs de notre ville. Donc, il y a toujours un nombre de supports de communication qui seront réalisés, notamment les livrets de programmes, 60 000 exemplaires, et les billets, 120 000 exemplaires qui reproduisent le visuel de l'année. Ces supports de communication sont bien évidemment susceptibles d'intéresser des annonceurs, des sponsors dont nous avons fortement besoin dans nos fêtes. Dans le cadre d'un marché adapté, la vente des espaces publicitaires est assurée par la société EMS. Et dans un souci d'optimiser la vente des encarts publicitaires, il est proposé de délibérer sur les tarifs que vous avez sur vos tablettes également. Les crédits seront bien évidemment affectés au budget primitif des fêtes de la ville de Dax. Il sera donc demandé au Conseil de bien vouloir fixer les tarifs publicitaires tels que présentés dans la libération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Pascal Dagès pour les tarifs cette fois des spectacles taurins pour la saison tauromachique 2022. Alors, avant de parler des tarifs, oui. J'ai d'abord la joie et l'angoisse de vous annoncer les dates des fêtes de 2022 qui normalement devraient se dérouler du jeudi 11 août au lundi 15 août. Ça fait de nombreuses années, les dernières recherches archéologiques font remonter les dernières fêtes en l'an 2019, après Jésus-Christ, monsieur le maire. Nous sommes assez sûrs de cette date. Donc, dans le cadre de cette saison festive tauromachique, il est proposé de fixer les tarifs de ces spectacles taurins. Il y a quelques nouveautés. Alors, tout d'abord, dans une volonté d'harmonisation des spectacles taurins espagnols, la corrida du matin, la corrida matinale a été supprimée. Nous l'avons déplacée le premier jour dans l'après-midi. C'est une corrida qui perdait de l'argent, où il y avait des tarifs inférieurs parce que tout le monde était au soleil. Il y avait moins de fréquentation et qui était assez critiquée. Donc nous avons jugé plus utile de la déplacer au premier jour, sans évidemment toucher au concours landais qui est sanctuarisé à la fin de la journée landaise. D'autres nouveautés, c'est la Noviada Piquet, qui est programmée pendant les fêtes. Là aussi, nous avons jugé plus opportun de la déplacer de septembre à août, pour la simple raison qu'il y a plus de fréquentation pour les fêtes en août que pour Toros et Salsa en septembre. Ça nous a donc paru logique.
et la Noviada piquée et la Noviada non piquée seront intégrés à l'abonnement pour un tarif de 15 €, un prix particulièrement avantageux. Il y aura également, autre nouveauté, une création d'une formule d'abonnement pour les 2 corridas de septembre. Donc, ce qui donnera, grosso modo, le programme suivant. Le jeudi 11 août, il y aura une corrida dans l'après-midi, le concours landais. Le vendredi 12, une corrida l'après-midi. Le 13 août, la Noviada non piquée au matin et la corrida l'après-midi. Le dimanche 14 août, la corrida de Rejón et le matin et la corrida l'après-midi. Et le lundi 15 août, la Noviada piquée, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura 4 novillons au lieu de 6 les années précédentes, donc un tarif moins cher évidemment, et la corrida l'après-midi. Et ensuite, pour Torosil Salsa, il y aura les 2 corridas de l'après-midi, du samedi et du 11. Pour les spectacles landais, on reviendra avec une autre délibération. Nous y travaillons pour le détail de tous les spectacles landais. Évidemment, les crédits correspondant à tous ces spectacles seront inscrits en recette au budget primitif des fêtes. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs dont on vient de parler, d'approuver un tarif pour les jeunes de moins de 26 ans, car nous comptons évidemment sur le pouvoir transmettre nos traditions à ces jeunes-là. Pour les corridas, donc, ils auront un tarif de 15 € en tendido de 4e catégorie et à 10 € pour des tendidos couverts. D'approuver la formule d'abonnement Feria, qui sera évidemment la chasse simultanée d'une place au même endroit pour les 5 corridas des fêtes. Ensuite, la formule Temporada, qui sera là pour la chasse simultanée de 7 corridas. La formule Torosil Salsa, pour la nouvelle formule dont je vous parlais, pour les 2 corridas. Il y aura des avantages pour évidemment ces abonnements, puisque pour l'abonnement Feria, il y aura les visites de taureaux gratuites ainsi que pour l'abonnement Torosil Salsa. Et pour l'abonnement Temporada, il y aura également la possibilité de participer au jeu gagnant Caliron, qui fait quelques euros, qui fait 2 ou 3 € par corrida. Et c'est une très bonne chose. Donc je le répète, à ces 3 formules d'abonnement, il y aura la Noviada piquée et la Noviada non piquée qui seront intégrées pour 15 € seulement. Il y aura également une formule jeune Feria, donc qui est un tarif préférentiel de 75 € pour les 5 corridas, avec des places pour la Noviada piquée et la Noviada sans picador qui seront intégrées gratuitement dans la formule. Même chose pour la Temporada et pour Torosil Salsa également. Donc ces formules jeunes sont réservées aux jeunes de moins de 26 ans. Il sera demandé également au conseil municipal d'approuver le principe de paiement échelonné des abonnements Feria ou Temporada jusqu'à 6 versements à partir du mois de janvier, ce qui est une bonne chose aussi, c'est un bel avantage que l'on donne à nos abonnés. D'approuver l'entrée gratuite aux jeunes des moins de 18 ans, là aussi on veut transmettre nos traditions à ces jeunes-là, donc munis d'un billet, ils auront une entrée gratuite à la Noviada non piquée, à la Noviada piquée et aux visites des taureaux. D'approuver un tarif préférentiel de moins 50% pour les personnes en fauteuil roulant, 12 places par corrida. D'approuver le principe d'un tarif réduit sur certaines places, réduit de 20%, qui se trouve au gradin supérieur d'un nido couvert parce qu'elle se situe souvent derrière les piliers. D'adjoindre à tous les tarifs, sauf pour les spectacles non numérotés, des frais de gestion à 1,50 €, dont, je rappelle, les abonnés sont exemptés. Décider d'exonérer les frais de gestion, c'est bien ce que je disais, pour les abonnés, pour les différents abonnés et les partenaires et annonceurs. D'approuver le principe de remboursement, pour cause de report de spectacle, 15 jours après l'annonce du report, ou pour cause d'annulation, dans un délai de maximum d'1 mois après l'annulation, ou pour cause de décès ou de préjudice subi lié à des impératifs d'organisation, et d'autoriser M. le maire à délivrer diverses places gratuites, mais pas trop, à caractère protocolaire, social et service, et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Pascal Dagès, encore là aussi pour notre sujet, qui concerne l'aménagement des horaires du stationnement payant pendant la période des fêtes de fin d'année. Voilà, on revient dans la froidure de l'hiver, mais dans la gaieté des fêtes de fin d'année, qui sont, vous le savez, un temps fort de l'activité commerciale du centre-ville de Dax. Et pour encourager le stationnement et la venue de nos consommateurs dans le centre-ville, afin aussi d'accompagner les différentes manifestations co-organisées par la ville de Dax, l'association des commerçants Daxatou, l'OITT, dans le cadre de l'opération Dax Tellement Noël. Il est donc envisagé de suspendre le paiement du stationnement tous les après-midi pendant cette période en secteur 1 et en secteur 2, hors parking enclos, donc uniquement en voirie, à partir du 18 décembre. Alors, je voudrais faire une petite annonce, une petite précision. Il y a eu une erreur dans Dax Magazine qui annonçait, faute de frappe, à partir du 5 décembre. Alors, si certains ont lu cet article et qu'ils se sentent lésés ou verbalisés, qu'ils se manifestent auprès de la mairie, qui, de sa grande mansuétude, acceptera après délibération au conseil municipal du 10 février, parce que ça doit passer en délibération au conseil municipal, de rembourser ces personnes lésées. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de la gratuité du stationnement sur les dates que je viens de dire, à partir du 18 décembre jusqu'au 2 janvier, et d'autoriser M. le maire à signer tout document dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, je précise juste les propos de Pascal Dagès. Donc, il faut se manifester en envoyant les justificatifs du paiement de ce stationnement ou de la contravention dans la période qui couvre du 5 au 18, dans laquelle on avait fait cette annonce. Donc, en portant ces justificatifs à l'accueil de la mairie ou en les envoyant par courrier. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Marie-Constance Loubert-Berthelon pour les tarifs 2022 et l'avenant numéro 3 à la convention de versement de l'aide sociale facultative aux familles par le CIAS du Grand Dax. Les tarifs 2022, bien sûr, des accueils de loisirs sans hébergement. Merci, Monsieur le maire. Les accueils de loisirs sont un lieu de vie, de rencontre et de convivialité organisé autour des besoins, du rythme et des compétences de l'enfant. Pour le temps extrascolaire, la ville souhaite promouvoir une politique équitable en direction des familles dacquoises, de la communauté d'agglomération du Grand Dax et des autres communes, grâce à une tarification équilibrée en fonction des quotients familiaux dont bénéficient les parents. À compter du 3 janvier 2022, la Caisse d'allocation familiale a modifié les tranches de quotients familiaux appliquées aux familles et a également établi des prix plafonds et planchers qui doivent être respectés par les gestionnaires d'accueil de loisirs sans hébergement s'ils souhaitent bénéficier d'aide à l'investissement. Afin d'acter cette évolution, le CIAS du Grand Dax a approuvé une revalorisation des tarifs harmonisés et payés par les familles fréquentant les accueils de loisirs du territoire. À cet effet, l'avenant numéro 3 à la convention initiale de versement de l'aide sociale facultative aux familles a été rédigé. Il fixe les dispositions relatives à l'augmentation de ces tarifs applicables aux accueils de loisirs du territoire à compter du 3 janvier 2022. Par conséquent, il convient de fixer les tarifs des accueils de loisirs de la ville de Dax à compter du 3 janvier 2022. Donc vous les avez tous en annexe. Les crédits correspondant aux recettes sont inscrits au budget primitif de la ville de Dax. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs pour les accueils de loisirs sans hébergement à compter du 3 janvier 2022 tel que présenté en annexe, d'approuver l'avenant numéro 3 à la convention de versement de l'aide sociale facultative aux familles par le CIAS du Grand Dax, d'autoriser Madame la première adjointe au maire, Madame Martine Dedieu, à signer cet avenant ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier et notifier la présente délibération à Monsieur le Président de l'agglomération du Grand Dax. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Merci. Je passe maintenant la parole à Mylène Hainaut pour quelques délibérations financières, en commençant par les décisions modificatives de l'exercice 2021. Alors, merci Monsieur le maire. Les décisions modificatives de l'exercice 2021 présentées concernent à la fois le budget principal,
les budgets annexes fêtes, stationnement, lotissement du Mousse et bout thermal. Alors, la décision modificative numéro 3 du budget principal s'équilibre en section de fonctionnement à 260 000 euros et en section d'investissement à moins 494 000 euros. Cela concerne principalement les écritures comptables liées au budget annexe du lotissement du Mousse. La DM numéro 1 du budget annexe des fêtes s'équilibre à l'intérieur de sa section de fonctionnement. Elle est à 0, mais on fait un moins et un plus, et c'est tout simplement pour faire une provision pour des créances irrécouvrables. La DM numéro 2 du budget annexe de stationnement s'équilibre en section d'investissement à moins 249 000 euros. Ce sont des transferts de crédit sur le budget 2022. Et la DM numéro 1 du budget annexe lotissement du Mousse s'équilibre en section de fonctionnement à 1 euro. Alors ça peut surprendre, mais ce sont des arrondis de TVA qu'il faut régulariser. Et la DM numéro 2 du budget annexe bout thermal s'équilibre en section de fonctionnement à 12 000 euros pour des cotisations d'organismes sociaux. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les décisions modificatives concernant le budget principal et les budgets annexes fêtes, stationnement, lotissement du Mousse, bout thermal, tels que figurent dans les tableaux annexés. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Verdier-Bargaoui. Non, excusez-moi, juste une petite remarque. Nous sommes dans cette salle ce soir parce que nous devons faire attention à la transmission du virus et à la distanciation. Et je crois, il me semble que M. Arras et Mme Hainaut parlent sans masque. Je ne suis pas certaine que ce soit très prudent, c'est tout. Je vous remercie. Pour eux, pour nous, effectivement, il y a une tolérance quand on prend la parole, pouvoir enlever le masque pour que tous les élus, majorité ou opposition surtout, puissent bien entendre ce qui est décrit. Et ça se fait dans beaucoup d'assemblées, pour tout vous dire. Mais je vous remercie. Je vous rassure, c'était juste une question de prudence. Je vous redonne la parole si vous voulez. Et donc je vous remercie pour la prudence que vous nous proposez. Donc du coup, pas d'autres questions? Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Alors votez avec 7 abstentions. Je vous remercie. Toujours Mylène Hainaut pour les autorisations de programme et les crédits de paiement et leur mise à jour. Alors, sur les autorisations de programme et les crédits de paiement, le recours aux procédures des APCP a pour objectif de permettre une meilleure transcription budgétaire des opérations d'investissement pluriannuelles. En prévision de l'adoption des décisions modificatives de l'exercice ici présenté et afin de pouvoir honorer les paiements entre le 1er janvier 2022 et le vote du budget primitif 2022, des modifications sont à prévoir, à savoir revoir la répartition des crédits de paiement sur les exercices 2021 et suivants et de modifier le montant global de certaines AP. Alors notamment à l'AP numéro 1602, c'est les réaménagements des halles sur lesquels on met plus 700 000 euros hors taxes répartis sur le budget principal pour 420 000 euros hors taxes, soit 504 000 TTC. Le budget annexe stationnement pour 112 000 euros hors taxes. Et le budget annexe activité assujettie à la TVA pour 168 000 euros hors taxes. Le montant global de l'opération en ce qui concerne le réaménagement des halles est porté de 12 866 322,01 euros hors taxes à 13 566 322,01 hors taxes. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement tels qu'ils figurent dans le tableau ci annexé. Merci. Y a-t-il des questions? Mais du coup, j'y pense, si vous avez vu qu'il n'avait pas le masque, c'est que vous nous regardez en direct à la télé peut-être. Non, mais c'est pas un problème. D'accord, c'est pas par écran interposé, parce que moi, vous me voyez, mais... Et c'est vrai qu'on vous entendait beaucoup moins bien, en plus, vu que vous avez remis le masque. C'est dommage. Mais effectivement, la prudence doit nous guider. Du coup, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez. Ah pardon, excusez-moi. Avec 7 abstentions. Merci. Toujours Mylène Hainaut pour l'ouverture des crédits 2022 du budget section investissement. Alors, en ce qui concerne le budget 2022, il ne sera voté qu'au mois de mars. Donc, il faut prévoir des crédits pour pouvoir payer les dépenses avant le vote du budget. En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses sont payées dans la limite des crédits inscrits au budget précédent. Mais en ce qui concerne la section d'investissement,
lorsqu'il s'agit de dépenses nouvelles, puisqu'autrement les dépenses déjà engagées sont payées par des restes à réaliser ou par les autorisations de programme. Mais pour les dépenses nouvelles, la loi autorise le paiement de ces dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021 et sur autorisation de l'Assemblée délibérante. Donc les crédits à ouvrir sur l'exercice 2022, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, sont récapitulés budget par budget dans les tableaux qui sont joints en annexe à la délibération. Merci. Donc, il sera demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l'ouverture des crédits en section d'investissement pour l'exercice 2022 dans les limites indiquées ci-dessus et conformément au tableau annexé à la présente. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 21 qui concerne une reprise de provision budgétaire pour l'équilibre du budget annexe du lotissement du Mousse. Oui, le dernier terrain concernant le lotissement du Mousse a été vendu et de ce fait, il y a lieu de reprendre la provision restante pour 260 000 € afin de procéder à la subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe lotissement du Mousse. Il s'est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider de la reprise de la provision budgétaire restante constituée pour l'équilibre du budget annexe lotissement du Mousse à hauteur de 260 000 € par opération d'ordre budgétaire sur le budget principal et d'autoriser Monsieur le maire à passer toutes les écritures comptables relatives à la reprise de provision budgétaire sur le budget principal et de signer tout document nécessaire s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Et du coup, nous pouvons clôturer le budget annexe du lotissement du Mousse. Voilà. C'est la délibération suivante. Donc, comme le terrain a été vendu et qu'on va passer toutes les écritures comptables pour le clôturer en 2021, il convient donc de décider de la clôture de ce budget annexe à compter du 31 décembre 2021. Les résultats de ce budget annexe étant constatés au moment du vote des comptes administratifs 2021 par une délibération spécifique concernant l'affectation des résultats. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider de la clôture du budget annexe lotissement du Mousse à compter du 31 décembre 2021, le dernier lot de terrain aménagé ayant été cédé le 9 novembre 2021, et d'autoriser Monsieur le maire à passer toutes les opérations comptables nécessaires à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Passons maintenant à une constitution de provision semi-budgétaire sur le budget annexe des fêtes, toujours Mylène Hénault. Alors, sur le budget des fêtes, des titres de recettes ont été émis sur le budget de ce budget annexe pour lesquels il existe un risque de créance irrécouvrable à hauteur de 20 000 €. Donc, il s'avère nécessaire de constituer une provision semi-budgétaire sur ce budget annexe afin de couvrir le risque. En fait, 20 000 €, il s'agit d'une société qui est tombée en liquidation judiciaire. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider de la constitution d'une provision semi-budgétaire sur le budget annexe des fêtes pour risque de créance irrécouvrable à hauteur de 20 000 € par mandat au chapitre 68 et d'autoriser Monsieur le maire à passer toutes les écritures comptables relatives à la constitution de cette provision semi-budgétaire sur le budget annexe des fêtes et signer tout document nécessaire s'y rapportant. Merci. C'est des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le point numéro 24 concerne une subvention de fonctionnement et la convention avec la Maison du Logement pour les années 2022, 2023 et 2024. Une subvention à la résidence Habitat Jeune. Alors, la ville de Dax soutient les actions en faveur du logement des jeunes travailleurs ainsi que l'accession à l'emploi de ces derniers et plus particulièrement des jeunes les moins favorisés. L'association de la Maison du Logement domiciliée à Dax œuvre dans le domaine de l'accueil et l'hébergement des jeunes travailleurs ou en insertion professionnelle et propose des actions dans le cadre de la gestion de la résidence Habitat Jeune. La ville de Dax s'engage à soutenir financièrement l'association afin que réciproquement celle-ci propose des actions conformes au statut des résidences Habitat Jeune. À cet effet, une convention est établie pour 3 ans, donc cela ira de 2022 à 2024,
avec la Maison du Logement et une subvention annuelle qui s'élève à 15 545 €. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention à signer avec la Maison du Logement pour 3 ans, 2022 à 2024, d'approuver le versement de la subvention annuelle de 15 545 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Alors je précise que messieurs Alexis Arras et Julien Rollo, qui représentent la communauté d'agglomération du Grand Dax au sein du conseil d'administration de l'aménagement de la Maison du Logement, ne pourront pas prendre part à ce vote. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Mylène Hénault, encore pour des tarifs publicitaires sur des supports de communication. La ville de Dax édite régulièrement le Dax Magazine. Ce support distribué dans les foyers des Dacois est susceptible d'intéresser des annonceurs publicitaires. 2 à 3 pages sont réservées à la publicité, une page intérieure, les 2e et 3e de couverture. Par ailleurs, la ville de Dax édite chaque année le programme de la saison culturelle sur lequel quelques pages sont réservées à des annonceurs en page entière ou demi-page. Dans le cadre d'un marché adapté, la vente des espaces publicitaires est assurée par la société EMS, Études, Méthodes et Stratégies. Et dans le souci d'optimiser la vente des encarts publicitaires de ces outils, il est proposé de délibérer sur les tarifs mentionnés dans la délibération. Ces tarifs font l'objet d'une augmentation d'environ 2% selon l'inflation. Dans le cas d'espaces invendus, la ville de Dax se réserve le droit d'insérer un encart de communication institutionnelle. Il en va de même pour un espace pour lequel l'annonceur n'a pas fourni dans les temps les éléments de sa parution. Il pourra être reporté dans un numéro suivant. Dans le cas de page intérieure complète, un encart publicitaire pourra être inséré sur la 2e et 3e page de couverture sans que ce tarif de couverture soit appliqué. En cas de non-fourniture de l'ordre d'insertion ou de la convention, l'annonceur sera facturé au prix fixé par la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer les tarifs publicitaires comme déterminés dans la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les tarifs municipaux au 1er janvier 2022 maintenant, toujours Mylène Hénault. Alors, à compter du 1er janvier 2022, il est proposé dans certains domaines de fixer les nouveaux tarifs municipaux selon les propositions indiquées dans le tableau qui est annexé. Comme tous les ans, les tarifs municipaux sont révisés. Et dans le cas où la collectivité ne pourra pas assurer la prestation, ce qui s'est d'ailleurs passé pendant le Covid, les remboursements sont effectués auprès des administrés. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer à compter du 1er janvier 2022 les tarifs municipaux selon les propositions indiquées dans le tableau joint en annexe et de décider du principe de remboursement proratisé des abonnés ou usagers lorsque le service pour lequel ils se sont acquittés du tarif ne peut être rendu du fait de la collectivité. Cela aussi bien pour les tarifs indiqués en pièce jointe que pour les tarifs faisant l'objet d'autres délibérations spécifiques. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Madame Louis-Sexo. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, vous nous proposez de voter de nouveaux tarifs municipaux pour 2022 après une pause en 2021. Dans la quasi-totalité des domaines, vous appliquez une augmentation. Sur le principe, nous n'aurions rien à dire s'il s'agissait d'une augmentation raisonnable et acceptable pour l'usager. Or, ici, vous ne proposez ni plus ni moins qu'une augmentation de 10%. 10%. Où avez-vous vu que les usagers de nos services, pour l'essentiel des Dacoises et des Dacois, ont augmenté leur pouvoir d'achat de 10%, même en 2 ans? Avouez que la tendance durant cette période a plutôt été à la perte du pouvoir d'achat pour bon nombre de nos concitoyens. D'ailleurs, plusieurs collectivités ont au contraire cherché à soutenir leurs usagers durant cette période de crise. 10% d'augmentation des tarifs, non, cela ne correspond en aucun cas à l'évolution du pouvoir d'achat et cela ne correspond en aucun cas à une amélioration des services. Si augmentation il doit y avoir, nous proposons qu'elle soit à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire autour de 2%. Sans cela, nous voterons contre ces tarifs. Je vous remercie. Oui,
Effectivement, vous avez bien vu que pour certains tarifs municipaux, il y a une augmentation de cet ordre-là. Pas pour tous, il y en a certains effectivement qui sont restés en fonction du sujet sur lequel ils sont et du montant auquel ils avaient été déjà mis, soit au même tarif, soit effectivement augmentés de l'inflation. Mais il a fallu revoir les choses pour que, dans le contexte que vous connaissez, l'usager paye dans certains domaines un prix beaucoup plus proche du service qui lui est rendu. Alors nous n'avons pas fait ça sans nous interroger, nous avons regardé ce qui se faisait dans des communes de la même taille à proximité. Nous avons regardé aussi les coûts qui étaient générés par les services rendus et nous nous sommes attachés effectivement à ce que tous ces tarifs soient soutenables. Mais vous avez raison de le dire, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, il n'a pas augmenté surtout sur la ville de Dax, avec les hausses d'impôts qu'ont dû subir les administrés depuis des années pendant que vous étiez aux commandes de cette ville. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté pour eux. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est équilibrer les comptes de la commune. Et alors que nous nous sommes engagés à ne pas augmenter la fiscalité locale, à ne pas augmenter les impôts pour les Dacois, parce que nous estimons qu'ils sont déjà arrivés à un seuil qui est difficilement soutenable, nous avons choisi d'agir avec la marge de manœuvre que cela représente et qui n'est pas effectivement phénoménale, d'agir sur les tarifs municipaux, parce que les tarifs municipaux, ils s'adressent à des usagers, ils s'adressent à des gens qui achètent un service. Et nous nous sommes donc basés sur, l'aspect acceptable pour l'usager pour payer certains services. 2, en nous alignant et en regardant ce qui se faisait dans des communes, encore une fois, d'à peu près la même taille à proximité. Et 3, en veillant toujours que ce service il puisse continuer à être rendu. Parce que c'est bien l'objet de ce dont nous parlons ce soir. Si nous n'agissons pas sur tout un tas de leviers, comme nous allons continuer à le faire, puisque nous sommes en train de regarder les arbitrages budgétaires, nous sommes en train de regarder tout le fonctionnement de notre collectivité, des missions qui sont rendues. Si nous ne faisons pas ça, il n'y a plus aucun service qui pourra être rendu, parce que nous serons mis sous tutelle et que nous ne pourrons plus choisir la destinée de notre collectivité. Donc oui, c'est l'option que nous avons choisie, dans un principe de justice, d'équité, mais dans un principe aussi de nouvelle rigueur financière qui doit nous guider. Y a-t-il d'autres questions? Madame Loumé-Sexo. Oui, monsieur le maire, je le répète, peut-être que ça n'a pas été très bien entendu. Nous ne sommes pas contre une augmentation. D'ailleurs, dans mon propos, j'ai rappelé que l'an passé, nous n'avions pas voté, sauf erreur de ma part, de nouveaux tarifs pour 2021, puisque ceux qui sont les derniers datés de décembre 2019. Donc nous trouvons tout à fait dommage d'avoir d'un côté, en même temps, comme vous diriez, maintenu les tarifs tels qu'ils étaient pour 2021 et tout à coup proposer une augmentation de 10% pour 2022. Je répète, c'est ce taux que vous appliquez, alors que vous n'appliquez peut-être pas sur les impôts, mais si c'est pour les appliquer sur les tarifs, je trouve ça, et nous trouvons ça tout à fait dommage, et avec, voilà, ça donne effectivement un signal quand même un peu étrange en cette période-là. En cette période-là, c'est-à-dire? Ah, d'accord, donc il faut arrêter les délibérations à Noël. Alors, c'est dans doute moi. Excusez-moi, monsieur le maire, je parlais de la période que nous subissons là. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Vous avez parlé, vous avez terminé votre propos. Maintenant, je vais vous répondre. C'est sans doute moi qui ai mal dû me faire comprendre, parce que, effectivement, en 2021, parce que vous parlez d'une période particulière, elle l'était encore plus, et les services, ils étaient pour partie dans un moment de l'année pratiquement à l'arrêt. Donc, augmenter les impôts alors que le service ne peut pas être rendu, avouez avec moi que ça aurait paru bizarre. Sur le reste, pour vous, il faut augmenter de 2% peut-être, si c'est ce qu'on considère comme le taux de l'inflation, mécaniquement, sans regarder les choses. Effectivement, on a une autre approche,
c'est de regarder service par service, compétence par compétence, si le prix du service rendu était en adéquation avec d'éventuels prix de marché ou de ce qui se pratiquait dans d'autres communes, encore une fois, s'ils étaient en correspondance avec l'augmentation du coût de ce service, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les coûts augmentent en fonction des réglementations et des normes qu'on nous impose. Donc on a regardé cas par cas. On n'a pas fait effectivement... On n'est pas allé à la facilité qui aurait proposé d'aller sur une augmentation globale de 2% sans savoir pourquoi. On a regardé service par service. Et encore une fois, on a vérifié que tout ça soit cohérent et soutenable. Voilà, c'est ce qui nous a guidés. Du coup, ces tarifs, ils sont pour cette année, ils seront pour 2022 en cohérence avec nos coûts de revient et avec ce que peuvent payer les usagers qui ont... solliciter ces services. On a aussi concerté, par exemple, les professionnels pour ce qui est des tarifs du développement économique. Bref, voilà, on a vraiment regardé les choses en détail afin que tout ça soit cohérent et encore une fois soutenable. Et puis, pour répondre à votre à la dernière partie de votre intervention, c'est bien évidemment sans commune mesure à ce qui a pesé sur les Dacoises et les Dacois quand les impôts ont été augmentés, puisque là on parle de services municipaux à des montants bien inférieurs. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc voter avec 7 voix contre. Le sujet suivant concerne une convention d'adhésion au centre de gestion des Landes concernant la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Mylène Hénaud, toujours. L'importance de la prévention, de la lutte et du traitement des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des agissements sexistes et des discriminations a été réaffirmée récemment via la réglementation en vigueur. L'employeur public, à ce titre, a une obligation de protection et de préservation de la santé physique, psychologique et sociale de ses agents. Alors, les objectifs de ce signalement, c'est à la fois orienter et accompagner les agents, soutenir et protéger les victimes, traiter les faits signalés pour qu'ils ne se reproduisent plus. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes propose aux collectivités de gérer pour leur compte ce dispositif de signalement par voie de convention. Ce point a recueilli un avis favorable du comité technique lors de sa séance du 30 septembre 2021. C'est gratuit par le CDG 40. Alors, la mission proposée par le CDG 40 permettra la mise en place d'un circuit de signalement, procédure de recueil des saisines ou réclamation des victimes et des témoins, réception, enregistrement, traitement, avec une plateforme dédiée respectant strictement la confidentialité et la réglementation RGPD. RGPD, c'est le Règlement général de protection des données. Le CDG 40 permet aussi la mise à disposition de supports de communication d'informations pour la collectivité, avec l'accord de l'agent, la transmission des signalements à l'employeur pour traitement, la mise en place de systèmes d'accompagnement permettant d'assurer la prise en compte des faits subis par les agents, leur protection et leur soutien, notamment en cas de situation d'urgence, l'établissement de procédures de qualification et de traitement des faits signalés, l'élaboration de données statistiques à destination des comités techniques ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. Le CDG 40 a ainsi mis en place une cellule signalement avec un référent mutualisé en charge de la gestion et le suivi des signalements. Un interlocuteur dédié doit également être désigné au sein de la collectivité pour assurer le lien avec le CDG 40. Il est proposé de désigner la directrice des ressources humaines. Et en complément de ce conventionnement avec le CDG 40, la ville de Dax va mettre en œuvre des dispositifs en interne pour sensibiliser les agents à ces problématiques. Cela passera notamment par des actions d'information et de formation. Une large communication sera effectuée à cet effet auprès de l'ensemble des agents d'ici cette fin d'année. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter la convention s'y annexée avec le centre de gestion des Landes et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette convention. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Mylène Hénaud pour la mise à disposition d'agents municipaux
auprès des clubs sportifs. Alors ceci, c'est juste pour information, il n'y aura pas de vote. La ville de Dax mène une politique dynamique dans le domaine du sport. Elle soutient les associations qui œuvrent dans ce domaine en mettant à disposition, à l'occasion de la journée du mercredi notamment, traditionnellement réservée aux écoles de sport, un certain nombre d'agents municipaux qui encadrent, animent dans les clubs des activités destinées aux enfants et aux jeunes. Les conditions des mises à disposition envisagées sont traduites dans des conditions définissant entre autres la nature des activités exercées, les conditions d'emploi et de contrôle des activités. Les agents missionnés ont donné leur accord sur les bases des conventions et les commissions administratives compétentes dont relèvent les agents ont émis un avis favorable. Monsieur le maire prendra des arrêtés individuels de mise à disposition et signera les conventions de mise à disposition. Voilà pour information. Actuellement, il n'y a que 2 personnes qui sont mises à disposition à l'envolée de Dax et à l'US Dax. Pelote, tout à fait. Pelote, pardon. Non, mais c'est l'US Dax. Donc on prend acte. Merci. Donc merci, Madame Hénaud, pour cette série de délibérations. Je vais pouvoir boire un peu. Vous avez mérité le droit de boire. Alors du coup, peut-être faudra-t-il enlever le masque, mais remettez-le. Je laisse la parole maintenant à Martine Héridia pour le versement intégral au budget principal de la ville du produit des concessions funéraires. Merci, Monsieur le maire. Donc, à aujourd'hui, le tiers des produits des concessions funéraires est reversé au Centre communal d'action sociale de la ville. Ce dernier assure financièrement les inhumations des personnes sans ressources. Du moins, c'était l'idée. Cependant, ce versement du tiers des produits des concessions funéraires ne constitue qu'une simple faculté pour la commune. En pratique, le service des affaires funéraires de la ville enquête systématiquement auprès des familles pour rechercher les ayants droit et, le cas échéant, le service fait appel à une société de pompes funèbres dans le cadre d'un marché public pour procéder aux obsèques des personnes sans ressources. Et les dépenses afférentes à l'inhumation des personnes sans ressources sont, à ce jour, intégralement imputées sur le budget de la direction population, chapitre 67, article 026 678. La commune a la faculté de conserver la totalité du produit des concessions funéraires et dans ce cas, l'article 15 du règlement intérieur devra être modifié. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement intégral du produit des concessions funéraires au budget principal de la ville à compter du 1er janvier 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Loubet-Sexo. Monsieur le maire et Madame l'adjointe, vous nous proposez que les recettes générées par les concessions funéraires soient dorénavant intégralement perçues par la commune. Alors en effet, une ordonnance datant de 1843, du 6 décembre pour être exact, posait dans son article 3 le principe, je cite, qu'aucune concession ne pourra avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont 2 tiers au profit de la commune et 1 tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. Fin de citation. Alors bien évidemment, cet article a été au fil du temps reformulé pour apparaître dans le Code général des collectivités territoriales avec la mention, comme il vient d'être rappelé, d'un versement d'1 tiers au Centre communal d'action sociale. Et une loi datant du 21 février 1996 a abrogé cette disposition. Exact. Alors, vous sembliez interpréter cela comme étant une participation à l'inhumation des personnes dites pendant longtemps indigentes et appelées dorénavant sans ressources. Et cette inhumation se finance sur le budget du service à la population, vous venez de le rappeler. C'est en tous les cas l'explication qui nous a donc été donnée. Alors, une question, quelques remarques et des propositions. Alors la question, à quelle hauteur s'élèvent les recettes annuelles correspondant à ces 1 tiers versés au CCAS? Quelques remarques. Quelles que soient ces recettes, je crains que le budget principal n'ait pas beaucoup à y gagner, mais que le CCAS ait beaucoup à y perdre. Madame l'adjointe aux affaires sociales pourrait en parler mieux que moi. Le CCAS, je le rappelle, en charge entre autres la gestion de nos crèches, de nos EHPAD, l'accompagnement et le suivi des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes en situation de handicap, et le fameux service logement, etc. Je sais l'inquiétude des administrateurs concernant le maintien de son budget et donc des services rendus.
Alors même que vous venez déjà de décider une augmentation substantielle des tarifs municipaux, est-ce vraiment, je le redis, un bon signal envoyé en cette période, alors non pas de Noël, mais en cette période de pandémie? Ces recettes qui seraient dorénavant intégralement perçues par le service à la population viendraient, si je puis m'exprimer ainsi, se perdre dans le budget principal sans qu'il n'y ait plus aucun fléchage sur quoi que ce soit. Alors même s'il ne servait pas directement à l'inhumation des personnes sans ressources, ce principe du 1/3 versé au CCAS avait au moins le mérite de proposer une affectation claire à l'administré souhaitant acquérir une concession. Alors, évidemment, nous serions plutôt d'avis de maintenir le fonctionnement existant, c'est-à-dire de verser ce 1/3 des recettes au CCAS. Certes, rien ne l'oblige, mais rien ne l'interdit non plus. Quelques propositions. Si toutefois vous maintenez votre position sur cette question, nous proposons donc qu'une partie des recettes générées par l'acquisition de concessions continue à être fléchée pour l'entretien du carré des personnes sans ressources et pour l'organisation de leur inhumation, afin que chacun ait droit à une sépulture digne. Le pourcentage pourra sans problème être calculé sur la base du nombre annuel moyen de ces inhumations. Et enfin, toujours si vous maintenez votre position, nous demandons à ce que la subvention d'équilibre versée au CCAS soit dorénavant augmentée à hauteur des recettes correspondant à ces 1/3 non perçus. Je vous remercie. Alors, chers collègues, je peux répondre facilement à la première question, à savoir le montant dont il est question. Alors évidemment, c'est un montant aléatoire, puisque d'une année sur l'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va dire aujourd'hui autour de 5 000 €, voilà, d'une part. D'autre part, il m'a semblé, en tant qu'adjointe référente sur ce service, qu'il était en la matière utile de remettre l'église au cœur du village. Voilà, on rend service, on le rend jusqu'au bout, donc on prend les recettes. Je pense que le CCAS est traité d'une autre façon pour ce qu'il fait sur d'autres budgets au niveau de la ville. Voilà, c'est tout, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Quant à la subvention au CCAS, on verra bien à la fin de l'année si elle nécessite d'être revue ou pas en fonction de ces montants-là. Mais de toute façon, ils ne sont pas certains. Donc, et puis, ils étaient fléchés vers l'inhumation des indigents, ce que nous assumons totalement. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas lieu de modifier cette proposition. Mylène Hénault. Alors, je vous rappelle, comme vous l'avez dit, que ça date de 1800 et quelques, c'est assez désuet d'ailleurs. Et c'est au niveau gouvernemental, les règlements de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, a trouvé cette mesure désuète, et d'autant plus qu'on tendait dans les petites collectivités à éliminer et à clôturer tous ces budgets CCAS qui ne servaient pas à grand-chose. C'est donc dans ce sens qu'il a été autorisé par Bercy d'annuler cette décision de faire 2/3, 1/3, qui procrée des écritures comptables assez compliquées et assez complexes à chaque fois, alors que là, on peut réduire cette difficulté comptable, d'autant plus que quand vous parlez de la subvention qui est versée au CCAS, le CCAS, et monsieur le maire ne dira pas le contraire, c'est que de toute façon, la subvention d'équilibre, comme vous le voyez, c'est une subvention d'équilibre par définition. C'est-à-dire que s'il manque de l'argent au CCAS, bien entendu, c'est le budget de la ville de Dax qui va compléter. Et ce n'est pas les quelques centaines ou milliers d'euros que vont générer les recettes là et qui vont manquer au CCAS, elles seront reprises par la subvention d'équilibre. Mais encore une fois, c'est pour simplifier les choses comptables, madame. Voilà. Merci. Ben oui, ça me semblait évident, moi aussi. D'autres questions? Madame Loumé-Sexo. Oui, alors effectivement, je n'avais pas pensé à la simplification comptable. Je me permets d'être un peu circonspecte sur cette explication-là. Pour le reste, je pense que, je ne crois pas que ce que vous avez dit et répondu vient contredire mes remarques et mes propositions. Donc, je pense que nous gagnerions à maintenir un fléchage.
le 1 tiers est peut-être trop important, c'est possible, mais à évaluer. Et certes, vous reparlez de la subvention d'équilibre du CCAS, nous surveillerons ça de près. Bon, enfin, je voulais pas intervenir, alors du coup, là, vous m'y incitez un peu, tant pis. Là, pardon, on fait de la mousse là où il n'y a pas lieu d'en faire. Effectivement, il est très important que nous puissions assumer cette mission que d'offrir une sépulture à des gens qui n'en ont pas les moyens. Jusque-là, effectivement, ça peut vous choquer, mais c'est une simplification comptable. On avait d'un côté un organisme qui prenait les recettes, le CCAS, et d'un autre, un organisme, la ville, qui payait les dépenses. Il nous a semblé logique de mettre les dépenses et les recettes au même endroit. Voilà. Donc le CCAS n'a rien à y gagner ou y perdre, sauf à faire un effet de boîte aux lettres. Et bien évidemment, quoi qu'il arrive, et je crois qu'on l'a prouvé par les budgets que nous avons votés, avec toute la difficulté que revêt l'équilibre d'un budget dans cette ville, vu les finances et l'état dans lequel on nous a laissé, on a tenu effectivement à maintenir les subventions versées par la ville au CCAS en fonction des besoins du dit CCAS, et nous continuerons à le faire parce que nous continuons à affirmer que les missions du CCAS, elles sont essentielles pour notre collectivité et pour la société en général. Alors, n'allons pas mettre des débats où c'est inutile. Oui, nous continuerons à assumer les missions que nous assumons par le biais du service funéraire et des services de la population pour les gens qui ne peuvent pas avoir des obsèques, pour entretenir aussi ce carré où ils sont inhumés. Et ne mettez pas des débats ou des mauvaises intentions là où il n'y a pas lieu d'en mettre. La mission, elle continuera à être assumée. Et oui, nous avons mis de la clarté dans la comptabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que la loi avait abrogé les précédentes qui, effectivement, n'avaient plus lieu d'être et n'étaient plus cohérentes. Donc je vous propose maintenant de mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. D'accord. Donc votez avec cette abstention. Contre, pardon. Avec 7 voix contre. Ouais, ça me surprend tellement. Ouais. Donc votez avec 7 voix contre. La dernière délibération concerne la prolongation de la convention de délégation de services publics portant sur la gestion du casino municipal de Dax. Toujours Martine Héridia. Bien, changement de sujet. Donc, je vais vous rappeler le contexte de cette délibération. Donc, le casino municipal de Dax est exploité dans le cadre d'une délégation de services publics par la Société d'expansion touristique de Dax, détenue majoritairement par le groupe Arévion. Le contrat actuel a été conclu pour une durée de 15 ans à compter du 17 avril 2018, soit jusqu'au 16 avril 2033. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 est venue fortement impacter les activités des casinos, qui ont vu leurs établissements fermés au public du 15 mars au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021. En outre, du 2 juin au 29 octobre 2020, le casino municipal de Dax a pu ouvrir, mais avec des contraintes, notamment de jauge maximale du public accueilli, ce qui a fortement limité les recettes d'exploitation, celles-ci n'atteignant pas les niveaux prévus dans le compte d'exploitation prévisionnel. En parallèle, le principal concurrent du casino de Dax, situé à moins de 5 km de ce dernier, a opéré en 2019 d'importants travaux de restructuration. Afin que le casino de Dax reste compétitif par rapport à son principal concurrent, la SETD a saisi la ville de Dax d'un nouveau projet d'investissement revu à la hausse par rapport au programme initialement prévu à l'occasion de la signature de la convention de délégation de services publics. Ainsi, alors que le programme initial des investissements porté par la SETD était évalué à 1 372 000 €, le nouveau programme est estimé à un montant de 2 633 000 €. Pour tenir compte de l'impact de la pandémie sur l'équilibre financier du contrat, mais également pour amortir le redimensionnement des travaux de restructuration du casino, la SETD a sollicité une prolongation de 3 ans de la durée de la DSP, par courriel en date du 23 mars 2021, signé de son conseil juridique. Au vu du nouveau compte d'exploitation, en annexe, prévisionnel fourni par la SETD, cette modification ne constitue pas une modification substantielle du contrat au regard des dispositions de l'article R3135-7 du Code de la commande publique. L'article 5 de la Convention de délégation de services publics
prévoit dans son deuxième paragraphe que les investissements portés par le délégataire devront être amortis à l'issue de la délégation de services publics. Considérant l'intérêt de la ville de Dax pour le nouveau programme d'investissement proposé, redynamisant le casino et renforçant son attractivité, et vu le montant estimé de ce nouveau programme, il est nécessaire de prolonger la durée de la convention de délégation de services publics, afin que ces investissements soient totalement amortis à l'échéance du contrat, sans que ce nouveau programme et l'impact de la crise sanitaire ne bouleversent d'une part l'équilibre économique du contrat et d'autre part la redevance perçue par la ville de Dax. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission de délégation de services publics qui s'est réunie jeudi dernier 9 décembre, il convient de prendre un avenant à la convention de délégation de services publics pour acter cette prorogation. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 à la convention de délégation de services publics portant sur la gestion du casino municipal de Dax ainsi que son annexe et autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Alors je vous rappelle qu'il y a des documents à signer en vertu des délibérations liées aux finances au fond de cette salle. Je profite de cette dernière séance de l'année pour vous souhaiter à toutes et à tous vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. Vraiment très sincèrement, j'associe à ça les gens qui nous ont regardés ce soir aussi. Que vous puissiez tous passer d'agréables moments. Bonne soirée. Merci, monsieur le maire.